Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le CEA, ce que nous faisons au sein du CEA dans le cadre de la production d'EMR et notamment sur le site de Nantes où le CEA est implanté depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, en quelques mots, le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc, on est un centre de R&D semi-public et notre mission, c'est de développer des technologies, entre autres, dans le cadre de la décarbonation du transport maritime et la production d'énergie décarbonée en mer. Donc en quelques chiffres, on a un peu plus de 20 000 personnes réparties sur l'ensemble du territoire. On a accompagné l'année dernière un peu plus de 700 entreprises, entre autres, toujours pour développer des technologies en lien avec la production d'énergie décarbonée en mer. Et donc à Nantes, on a un peu plus d'une trentaine de personnes. Et notre spécialité, c'est justement le développement et l'intégration de technologies pour répondre aux enjeux de la décarbonation du transport maritime, de la réduction des gaz à effet de serre. Parce que comme vous le savez, c'est une filière qui représente un peu plus de 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et donc notre mission, c'est vraiment de concevoir et de qualifier surtout des produits qui seront ensuite intégrés à bord des navires notamment et sur des infrastructures offshore. Donc, en ce qui concerne le positionnement de notre plateforme, qui s'appelle Synergie sur le site de Nantes, elle s'oriente sur deux axes principaux. Le premier axe, c'est vraiment la durabilité des matériaux, des systèmes dans des environnements marins pour résister aux contraintes spécifiques à cet environnement. Et le deuxième, c'est la mise à l'échelle multi-mégawatts, parce qu'actuellement, il y a plusieurs briques unitaires qui fonctionnent, qui sont robustes, qui ont été développées entre autres pour des applications terrestres. Et notre volonté, c'est vraiment de les faire travailler ensemble pour avoir des systèmes avec une puissance qui soit satisfaisante vis-à-vis des exigences de l'environnement marin. Donc, pour ce faire, on travaille à différentes échelles, à partir des matériaux jusqu'à la chaîne énergétique complète d'un système, où on peut venir faire travailler ensemble différentes technologies de production et de gestion d'énergie décarbonée, donc des panneaux solaires, des batteries, des piles à combustible, pour atteindre encore une fois des systèmes qui vont développer des puissances suffisantes pour satisfaire les besoins du transport maritime. Donc, pour cette volonté de développer et d'intégrer des technologies, on dispose de moyens ici à Nantes qui vont permettre de travailler sur des projets de R&D. Donc, au niveau des matériaux notamment, on a un équipement de fatigue qui est encapsulé dans du brouillard salin où on va pouvoir notamment venir voir l'impact de la corrosion sur la tenue mécanique, notamment en fatigue des matériaux. Donc on vient tester de nouvelles nuances, de nouveaux process, notamment en fabrication additive. Et on va aller d'échelle en échelle comme ça jusqu'à un ensemble plus complet de chaînes énergétiques où on peut venir faire travailler des piles à combustible, des batteries dans des environnements maritimes grâce à la combinaison d'un banc de puissance, banc de forte puissance dans une enceinte climatique de grande dimension. On peut venir faire modifier les niveaux de température, les degrés de salinité dans l'air et les polluants notamment dans le système d'air de ces systèmes pour voir quel est l'impact sur les performances. Donc, ici, à Nantes, on travaille notamment sur les piles à combustible dans des environnements maritimes. Donc, on s'est focalisé sur deux technos principales. La techno des piles PEM et des piles SOFC, donc, qui ont comme différence principale les températures d'utilisation. Donc, en ce qui concerne les piles PEM, on est plus aux alentours de 60-80 degrés. Donc, en termes de contraintes d'utilisation, c'est beaucoup plus facile à intégrer que les SOFC, où on est sur des niveaux d'utilisation beaucoup plus hauts, mais avec des rendements plus élevés et une diversité de carburants qui est plus large. Parce que contrairement au piles PEM, on n'est pas obligé de travailler qu'avec de l'hydrogène avec des niveaux de pureté assez élevés. Et en termes de contraintes, quand on parle de l'environnement maritime, on évalue l'impact de l'air marin, principalement, des polluants atmosphériques, du NaCl sur les performances. Donc on voit ici les différentes caractéristiques de l'air marin auxquelles sont soumis nos systèmes. Donc, pour rappel, au sein du CEA, notamment sur le site de Nantes, on travaille sur ce qu'on appelle la marinisation des systèmes énergétiques, c'est-à-dire l'adaptation aux contraintes du maritime de systèmes énergétiques, donc piles à combustible, batteries. Donc encore une fois, à différentes échelles, au niveau des matériaux, où on réalise des essais d'immersion sur des monocellules, au niveau de la brique techno, où on a développé un banc d'essai qui permet de vaporiser du brouillard salin qui ensuite est mis au contact des différents éléments des piles à combustible ou des batteries notamment.
Et donc on va encore une fois jusqu'à l'échelle système, où on travaille sur l'architecture électrique qui sera embarquée à bord des bateaux, donc des architectures innovantes qui viennent faire travailler différentes briques ensemble. Donc, pour faire le focus sur les piles à combustible, je vais passer la main à ma collègue Marie Lamarre. Merci Amaury donc, pour cette présentation. Comme tu disais, on va continuer sur la présentation de 3 sujets qui ont pour point commun la durabilité des piles à combustible en environnement marin. Donc, dans ces 3 sujets, il y en a un qui porte sur la marinisation des PEMFC. Donc, comme Amaury le disait, des piles qui fonctionnent à basse température. Donc, c'est un projet qui a débuté en 2019 donc, par des travaux de thèse et qui ont été effectués en collaboration avec le laboratoire de thermique et énergie de Nantes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de ces 3 projets, on travaille en collaboration avec des laboratoires de l'Université de Nantes. Voilà, donc l'objectif de la thèse, c'était de regarder l'impact du NaCl sur les performances des piles à combustible. Parce que pour rappel rapide, les piles à combustible fonctionnent grâce à un apport d'air et d'hydrogène. Donc nous, on s'intéresse principalement à la partie air. Et donc, lorsque ces systèmes sont intégrés en environnement marin, l'air marin est utilisé et cet air peut contenir donc, des gouttelettes de chlorure de sodium, donc le principal composant de l'air marin. Donc ce qui a été effectué, c'est qu'on a réalisé des études sur... excusez-moi, sur 2 échelles, donc des piles à la fois de quelques watts, ce qu'on appelle les monocellules, et sur des stacks, donc des assemblages de plusieurs cellules PEMFC, donc jusqu'à 400 watts. Donc, les principaux résultats qui ont été obtenus donc, par pollution de ces piles avec le dispositif dont on parlait tout à l'heure, c'est que déjà, on a observé un impact significatif du sel sur les performances des piles, sachant que dans notre cas, malheureusement, pour ces travaux, on travaillait à des concentrations en sel qui étaient bien plus élevées qu'un environnement marin réel. Donc on a tout de même observé des dégradations à la fois réversibles et irréversibles. Ça veut dire que lorsque notre pile est exposée à un environnement marin, voilà, elle peut être dégradée, mais pas forcément complètement inutilisable. C'est pourquoi, pour la suite, on s'est concentré, toujours en collaboration avec le LTEN, sur des travaux de post-doctorat, où cette fois-ci, on a des concentrations en sel qui sont proches de celles de l'environnement marin, donc c'est plus représentatif. Et donc l'idée ici, c'était d'effectuer des pollutions de plus de 1000 heures, donc sur des stacks à une concentration en sel de l'ordre de 120 microgrammes par mètre cube. Donc, ce qu'on a pu obtenir, donc on peut le voir sur le graphique à gauche. Donc on a en gris la représentation de la tension de cellules en fonction du temps. Donc, pour faire simple, les performances de la pile en fonction du temps. Donc sur une première portion, on peut voir qu'il n'y a pas de dégradation. Ça correspond en fait à la ligne de base. Donc c'est un fonctionnement qui a été réalisé sans injection de polluants. Donc c'est normal. Par contre, dès lors qu'on injecte du NaCl dans l'air d'alimentation des piles, on voit qu'on a une diminution des performances qui est ensuite régénérée à plusieurs phases. Donc en fait, c'est des phases qui correspondent à des étapes de caractérisation des piles pour connaître leur état de santé, et également un arrêt-redémarrage qui est obligatoire dans ces phases. Donc ce qu'on a pu observer également, c'est qu'on a une corrélation entre les chutes de tension et les pertes de charge. Donc pour vérifier si cette corrélation et cette augmentation du coup des pertes de charge qu'on peut voir en bas en rouge, on a réalisé un test du montage de pollution sans mettre du sel dedans, donc pour vérifier si ce n'était pas lié simplement au dispositif. Donc c'est la dernière portion de la courbe où on voit que effectivement les pertes de charge sont stables. Donc ce n'est pas lié à notre dispositif de brumisation, mais bien au sel. Donc même à une concentration qui est proche de l'environnement marin, on a un impact sur les performances. Donc comment on explique cela aujourd'hui ? On suppose qu'en fait, les PMFC fonctionnent à basse température, donc à 60 degrés, mais on a tout de même un assèchement des gouttelettes qui se produit en fait lorsque notre dispositif de pollution est en fonctionnement à l'entrée de la pile. Du coup, on a des gouttelettes qui vont s'assécher, des cristaux de sel qui vont se former, qui vont aller bloquer les canaux et donc empêcher l'air d'atteindre le cœur de pile. C'est pourquoi on a nos chutes de performance. On a également du coup expliqué le mécanisme de régénération des performances, parce que lorsqu'on fait nos arrêts pour nos caractérisations,
on a une redissolution des cristaux puisqu'on rediminue en température. Bref. Donc voilà, le principal sur les piles à combustible à basse température aujourd'hui, c'est qu'on observe bien un impact de cet environnement marin, mais qui semble être réversible. Ce qu'on effectue également, c'est des travaux similaires sur les SOFC, donc les piles haute température, en collaboration cette fois-ci avec l'IMN, donc toujours un institut de Nantes Université, un laboratoire de Nantes Université. Et les objectifs sont assez similaires, c'est de regarder l'impact du chlorure de sodium sur ce type de pile. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, ces travaux sont beaucoup plus récents que ceux sur les PMFC. On n'a pas encore réellement de résultats de pollution, mais il est prévu d'effectuer 4 tests de vieillissement. Pour le moment, on a juste réalisé un test sans polluant, donc on a bien validé que le dispositif expérimental fonctionne. On a également effectué quelques tests sous polluant, mais pour l'instant, on ne peut pas encore tirer de conclusion. Mais voilà, on a quelques tests qui sont prévus, notamment également sous air humidifié, sans injection de sel, puisque ces piles sont sensibles à l'humidité également. Donc voilà, il nous reste encore des questions auxquelles il faudra répondre. Et enfin, je vais vous présenter du coup le 3e sujet qui cette fois-ci, on passe à l'échelle système. Donc avec la mise à l'échelle de systèmes piles par la définition et l'exploitation optimale d'une architecture modulaire. Donc ce sont des travaux de thèse qui sont effectués en collaboration avec l'IRENA. Et donc on regarde, en fait, pour assurer la montée en puissance des piles, pour des applications notamment dans les navires, on regarde du coup l'assemblage de stacks pour ces systèmes. Donc 2 questions principales se sont posées. C'est tout d'abord comment on dimensionne le système pour réduire son coût, et ensuite comment on répartit la demande de puissance au sein du système. Donc concernant le dimensionnement, si on se place dans un cas simple où on a une demande de puissance qui est constante, on suppose qu'on a une équidistribution de la puissance entre tous les stacks. La question ici, c'est donc de déterminer combien de stacks on va mettre dans notre système, combien de piles on va mettre dans notre système. Donc pour cela, soit on va faire fonctionner toutes les piles à leur puissance maximale, et dans ce cas-là, on va en mettre le moins possible, ou alors on va choisir d'en mettre un petit peu plus dans le système et les faire fonctionner par exemple à 70%. Donc là, on va avoir un coût du système qui va être plus élevé au départ, mais on va faire des économies puisque les piles vont avoir une durée de vie plus élevée. Donc voilà, il y a toute une optimisation à effectuer sur ce cas-là. Lorsque, par contre, on a une demande lorsqu'on a une demande de puissance qui est variable, ici, il va bien falloir répartir la demande de puissance en fonction des stacks. Donc les stratégies de base font que, par exemple, on va plus solliciter un stack qu'un autre. C'est-à-dire que si on a une petite demande de puissance, on va solliciter un seul stack et toujours le même, donc il va se dégrader plus vite. Alors que si on met en place des stratégies qui permettent de mieux répartir la puissance, on va éviter d'avoir des disparités dans le vieillissement des stacks. Et donc, on peut par exemple augmenter jusqu'à 35% la durée de vie du système complet en faisant ce type de travaux. Hop. Donc pour conclure, aujourd'hui, on mène des travaux sur la qualification donc, des systèmes piles à combustible pour des usages maritimes, et on a mis en évidence donc, qu'on peut optimiser leur durée de vie et leur coût par 3 points. Donc tout d'abord, comme on l'a vu dans les 2 premiers sujets, l'analyse des mécanismes de dégradation et du coup de régénération des piles. Ensuite, l'évaluation d'architecture électrique multistack et les stratégies de contrôle qui sont associées. Et enfin, plus généralement, la préconisation, des préconisations pour des designs qui sont spécifiques aux applications maritimes. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais on a des perspectives pour les 3 sujets. Donc sur les PMFC, principalement travailler sur les protocoles de régénération. Pour les SOFC, continuer à travailler sur nos tests de pollution et sur le matériau d'électrode en particulier. Et enfin, pour les systèmes, valider les résultats à l'échelle réelle sur un prototype. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, des demandes, n'hésitez pas. Notre stand est juste à côté de la zone de pitch. Voilà. Merci. Yeah.